On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez fascinante, un véritable paradoxe diplomatique. Imaginez un peu la scène. Au début du XXe siècle, les plus grandes puissances mondiales se réunissent et s'engagent solennellement à garantir l'indépendance du Maroc. Et pourtant, à peine 6 ans plus tard, ce même pays perdait sa souveraineté. Alors comment est-ce possible? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre sujet. Comment des garanties, noir sur blanc sur un traité international, ont-elles pu mener à un résultat si radicalement opposé? La réponse, bien sûr, n'est pas simple. Elle se trouve dans un enchevêtrement complexe de rivalités entre empires, d'ambitions cachées et de calculs stratégiques. Pour bien comprendre toute cette histoire, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va commencer par le contexte, ce qu'on appelait à l'époque la question marocaine. Ensuite, on verra l'étincelle qui a tout déclenché, l'incident de Tanger. Puis on arrivera au cœur du sujet, la conférence d'Algésiras, un véritable piège. Après ça, on verra comment tout s'est enchaîné très vite sur la route du protectorat. Et enfin, on terminera sur l'héritage, les conséquences de cette crise. Allez, on commence. Plongeons-nous d'abord dans le contexte. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé à Algésiras, il faut absolument saisir dans quel état se trouvait le Maroc à l'aube du XXe siècle. Il faut avoir en tête que le royaume était déjà très affaibli de l'intérieur. L'État marocain, le Makhzen, était littéralement étranglé par les dettes contractées auprès des Européens. Il avait même perdu le contrôle de ses propres revenus douaniers et se montrait de plus en plus impuissant face à la pénétration économique et politique des puissances européennes. Bref, pour être direct, c'était une proie idéale. Et forcément, cette faiblesse a attisé toutes les convoitises. Le Maroc est vite devenu un terrain d'affrontement, un véritable échiquier où les grandes puissances européennes jouaient leur propre partie. La France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Pour elles, l'enjeu dépassait de loin le simple destin du royaume chérifien. On passe maintenant à l'événement qui a vraiment mis le feu aux poudres. La France avançait tranquillement ses pions au Maroc, mais l'Allemagne, elle, n'avait pas du tout l'intention de la laisser faire sans réagir. Alors là, imaginez le coup de théâtre. En 1905, le Kaiser Guillaume II en personne débarque à Tanger, en grande pompe. Et il se présente comme le grand défenseur du sultan et de l'indépendance du Maroc. C'était un coup d'éclat diplomatique incroyable qui visait très clairement à contester l'influence grandissante de Paris. Mais attention, il ne faut pas être naïf. L'objectif de l'Allemagne, ce n'était pas vraiment de sauver le Maroc. Non, son but était surtout de casser l'alliance qui venait de se former entre la France et la Grande-Bretagne, la fameuse entente cordiale. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce calcul a été une énorme erreur stratégique. Ça a eu exactement l'effet inverse de ce qui était recherché. Cette pression allemande a donc forcé la main des autres puissances et a mené à l'organisation d'une grande conférence internationale. 13 nations se sont donc réunies à Algésiras, dans le sud de l'Espagne, officiellement pour trouver une solution pacifique à cette crise marocaine. Autour de la table des négociations, évidemment, chaque puissance arrive avec son propre agenda. La France, elle, veut préparer le terrain pour un contrôle futur. L'Allemagne, on l'a dit, cherche à faire exploser l'entente franco-britannique. La Grande-Bretagne, logiquement, soutient la France pour faire barrage à l'Allemagne. Et au milieu de ce jeu de géants, il y a le Maroc qui espère juste une chose, survivre en tant qu'État indépendant. Sur le papier, le traité qui sort de cette conférence a tout l'air d'une victoire pour le Maroc. Il proclame 3 grands principes, la souveraineté du sultan, l'intégrité de son territoire et une liberté économique pour tous, ce qu'on appelle la porte ouverte. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Et c'est là, précisément, que se trouve le piège. Parce que pour, soi-disant, appliquer ces grands principes, le traité impose des réformes qui, en réalité, les vident complètement de leur sens. Comment peut-on sérieusement parler de souveraineté quand la police et les finances d'un pays sont placées sous le contrôle direct de puissances étrangères? C'est ça tout le paradoxe. L'acte d'Algésiras a en fait créé les outils juridiques de la future domination. Voyons maintenant comment ce piège s'est refermé et à quelle vitesse. La France a désormais une légitimité internationale pour intervenir au Maroc. Et, bien évidemment, elle ne va pas s'en priver. À partir de là, la suite s'enchaîne à une vitesse vertigineuse. C'est un véritable effet domino. Chaque crise, chaque trouble interne au Maroc devient prétexte pour la France pour étendre son contrôle militaire. L'occupation de Fès en 1911, c'est la violation de trop. Ça provoque une dernière crise avec l'Allemagne à Agadir, une crise qui sera finalement résolue par un troc, le Maroc pour la France contre des territoires au Congo pour l'Allemagne. La voie est alors libre. Le 30 mars 1912, le traité de Fès est signé. Le destin du Maroc est scellé. Le traité de Fès, c'est l'acte qui officialise la fin de l'indépendance marocaine. Il faut imaginer le sultan avec 5000 soldats français qui campent sous les murs de son palais. Il n'a tout simplement pas le choix. Il est contraint de signer et de déléguer tous les pouvoirs régaliens de son pays à la France. C'est important de noter une petite subtilité juridique ici. On ne parle pas d'une colonisation pure et simple, mais d'un protectorat. Qu'est-ce que ça veut dire? En théorie, le sultan reste le souverain et l'État marocain continue d'exister.
Mais en pratique, évidemment, le pouvoir réel est entièrement entre les mains de la France. C'est une construction légale habile qui permet de sauvegarder les apparences. Bon, pour finir, prenons un peu de recul et regardons l'héritage de toute cette période. Parce que les conséquences de cette crise marocaine et de la conférence d'Algésiras, elles se sont fait sentir pendant des décennies. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire? D'abord, l'Allemagne a fait un très mauvais calcul et a ironiquement renforcé ses rivaux. Deuxièmement, l'alliance franco-britannique en est sortie beaucoup plus solide, ce qui préfigure déjà les blocs de la Première Guerre mondiale. Troisièmement, l'acte d'Algésiras, ce fameux traité de protection, est en fait devenu l'instrument légal de la prise de contrôle française. Et enfin, le Maroc a été divisé entre la France et l'Espagne. Un partage qui a marqué son histoire pendant près d'un demi-siècle. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une question un peu plus large. Est-ce que la conférence d'Algésiras n'était finalement qu'une simple formalité, la mise en scène d'une issue qui était déjà décidée par le pur rapport de force entre les empires européens? C'est une pensée qui invite à réfléchir sur la nature du pouvoir et de la diplomatie.